Edem Kodjo, un homme, un destin ou le parcours politique d'un intellectuel africain. C'est un livre, témoignage écrit par Vénance Conan. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir Vénance Conan. Bonsoir, Alors, merci d'être avec nous. c'est moi qui vous remercie. Un Ivoirien écrit sur un Togolais. Oula, là où il est, si M. Dem Kodjo vous entendait, il ne serait pas content. Il ne serait pas content qu'on Non, le il serait réduise. content parce que c'est une curiosité. Je voulais Oui, mais je veux comprendre, dire, je voulais savoir. c'est d'abord un grand panafricaniste, donc il ne serait pas content qu'on le réduise à son Togo natal et qu'on me réduise à ma Côte d'Ivoire natale. Et il serait Moi, je content me, parce que ça vous donne l'opportunité d'expliquer aussi qu'il est un grand intellectuel, un grand voilà. Moi, technocrate. je me définis comme écrivain africain. Lui, c'était un brillant intellectuel africain. J'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai eu l'honneur d'écrire ce livre sur lui. D'accord. Alors, d'où est parti ce coup de foudre intellectuel pour Edem Kodjo? Comme je vous l'ai dit, c'est un grand intellectuel que nous connaissions de réputation. Quand j'étais étudiant en France, il venait de sortir son livre Et demain l'Afrique. C'était un peu notre bréviaire, hein, dans nos débats d'étudiants, on en parlait. Et puis, j'ai eu à me faire dédicacer le livre. Et quand je suis devenu journaliste, en 2003, j'ai croisé son chemin. Il était candidat à la présidence de son pays. Et moi, j'étais journaliste, je l'ai interviewé. Il se trouvait que mon premier livre venait de sortir, mon premier roman, et il avait aimé. Donc il y a eu Ce cette contact-là. rencontre-là. Et puis il y a eu je dirais, cette complicité intellectuelle qui est née entre nous. Il s'est éteint malheureusement le 11 avril dernier en période pascale. C'est une grosse perte pour l'Afrique. Alors, est-ce que vous en savez quelque chose sur son décès? De quoi est-il décédé? Et il avait eu un AVC il y a déjà plusieurs mois. Je ne sais pas si c'est directement de ça, ou comme il est mort en France, je ne sais pas si ça a un lien avec la nouvelle maladie là, mais j'en sais rien. Je sais qu'il avait eu un AVC, c'est ce que D'accord. je sais. Alors, son parcours politique et professionnel, ses idées, ses convictions et sa vision du rôle de l'Afrique dans le monde, vous en parlez dans votre ouvrage Edem Kodjo, un homme, un destin. Le livre a été bien résumé par un autre confrère, Franck Adio. On va suivre ensemble et on en reparle sur ce plateau. Homme illustre, homme de devoir, travailleur acharné au service du continent, les superlatifs n'ont pas manqué. À l'annonce du décès le 11 avril dernier d'Edem Kodjo, homme politique togolais, un homme dont la rencontre avec l'une des plus belles plumes ivoiriennes a donné naissance en 2012 à cet outil exploratoire sur la vie, l'œuvre et les pensées d'Edem Kodjo, un homme, un destin, un ouvrage portrait, bref, une œuvre biographique retraçant les péripéties de la vie d'Edouard Kodjofi, Kodjo ou encore Edem Kodjo, né le 23 mai 1938 à Sodoké, centre du Togo. Mais qu'est-ce qui a pu pousser le journaliste à s'accommoder de la compagnie d'un homme politique, fut-il d'un État voisin, une alchimie intellectuelle qui aura germé au fil des rencontres, dira l'auteur, c'est qu'Edem Kodjo, deux fois Premier ministre du Togo, entre 1994 et 2005, a servi les Eyadema, père et fils. C'est un homme politique particulier, une sorte d'oiseau lyre qui avait su se mettre au service de l'histoire. Un travailleur des réseaux, mais aussi un opposant tenace, il était caractérisé par cette ambivalence d'homme politique et d'homme de terrain, ce qui le rendait difficilement cernable. L'œuvre Edem Kodjo, un homme, un destin, préfacé par le secrétaire général de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf, est déclinée en 4 parties de 275 pages. Edem, l'amateur d'art et le sportif, Edem, l'opposant, Edem et l'Afrique, puis Edem et le pouvoir Eyadema. Un homme complet donc emporté par la maladie le 11 avril 2020. Un accident vasculaire cérébral à Paris, en France, car le continent lui doit, entre autres, la rédaction de la Charte africaine des droits de l'homme adoptée à Nairobi au Kenya en juillet 1981. Vénance Conan, journaliste, écrivain, ouvre donc une brèche sur la vie de l'ancien secrétaire général émérite de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. L'ouvrage a été distingué Grand Prix littéraire d'Afrique noire, justement en 2012. Vénance Conan, quand vous parlez d'Edem Kodjo, secrétaire général de l'OUA, devenu UA aujourd'hui, et son parcours de politicien, on sait qu'il a été 2 fois Premier ministre au Togo. Dites-nous pourquoi ce grand homme aussi brillant, intelligent, n'a-t-il pas pu briguer la magistrature suprême dans son pays? Bon, il a brigué, mais sauf qu'il n'a pas eu. Il a été candidat en 2003 justement. Et une première fois, lorsque le multipartisme est arrivé, il avait été choisi comme le candidat de l'opposition. Mais au dernier moment, l'opposition a boycotté l'élection et M. Adema est passé. Et c'est lorsque
presque à la fin de la vie de M. Yadema, qui s'est porté candidat. Et il a eu un score totalement ridicule. Il avait eu 0,96% de voix. C'est la seule fois où il a été candidat et il n'a pas pu. Il faut dire que l'histoire du Togo était telle que c'était polarisé autour de deux personnes, entre M. Yadema et M. Gilchrist Olympio, le fils du premier président qui avait été assassiné. Où on était pour Gilchrist, où on était pour Yadema, mais au milieu, il n'y a pas eu de la place pour Edem Kodjo. Et bon, quelqu'un a dit... Qui pourtant était Premier ministre de Yadema. Il a été Premier ministre, mais il restait la dernière étape qui était la présidence de la République. Et quelqu'un a dit qu'Edem Kodjo, son défaut, c'est qu'il était comme l'albatros. Il avait des grandes ailes, il planait, mais lorsqu'il était à terre, à la limite, je dirais que le Togo était trop petit pour lui. Voilà, pour résumer. Il était trop grand pour un petit Togo. Voilà, c'était vraiment un grand homme. Et vous êtes d'accord avec cette position, cette assertion? C'est ce que certaines personnes disent de lui. Mais vous qui l'avez côtoyé, je ne veux pas dire que je le connais essayé quand même. C'est vrai que c'était un grand homme. Oui. C'est vrai que c'était un brillant intellectuel. Et est-ce qu'on peut dire qu'un pays est trop petit pour un homme? Je ne le dirais pas. C'est une image que quelqu'un, c'est Kofigo qui a employé cette image-là. C'est vrai que c'est vraiment un immense intellectuel, mais le Togo est un pays respectable comme tout autre, mais sauf qu'il n'a pas pu se faire une place là-bas. D'accord. Alors, on voit que pour ce livre portrait, vous avez recueilli justement des témoignages auprès des opposants à Edem Kodjo. Expliquez-nous pourquoi une telle démarche et comment ont-ils jugé sa carrière politique? D'abord, pour ma crédibilité, il fallait que j'aille voir des personnes qui ne l'aimaient pas spécialement. Si je m'en tenais uniquement à ce que lui m'avait dit. On aimerait voir juste les côtés positifs. Oui, mais je voulais quand même que ce soit équilibré. Donc, je l'ai écouté. Mais j'ai écouté aussi ceux qui n'étaient pas forcément de ses amis. Et donc, ça m'a permis de faire un portrait équilibré. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a toutes les opinions. Il y a ceux qui ne l'aiment pas. Il y a ceux qui le jugent avec beaucoup plus de mesures, d'équilibre. Globalement, c'est un monsieur qui laisse personne indifférent. Mais le fait qu'il ait accepté d'être Premier ministre de Yadema dans des conditions assez particulières, et ensuite, ça fait que son fils aussi. Une bonne partie de l'opposition était très braquée contre lui. Donc ça, il y a des opposants qui le haïssaient. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Mais il y a d'autres qui étaient un peu plus pondérés, qui disaient oui, il fallait quand même que... Il fallait Edem Kodjo pour être l'homme de jonction à ce moment précis-là. Et lorsque le fils, M. Faure Yadema, l'actuel président, est arrivé, Faure Gnassingbé plutôt, là aussi, il a fallu un homme de consensus comme Edem Kodjo pour faire cette transition-là. L'opposition radicale avait voulu le poste de Premier ministre, mais si on avait donné ça à l'opposition radicale, de mon petit point de vue, je pense que les choses n'auraient pas été comme il le fallait. Il fallait quelqu'un de pondéré, un homme de consensus, comme un homme de compromis, comme M. Edem Kodjo, pour occuper ce poste-là. Mais souvent en Afrique aussi, quand on est un homme de compromis, on vous accuse de compromission. Et c'est le reproche qu'on lui a fait. D'accord. Alors, Edem Kodjo, brillant intellectuel, grand technocrate, a dit aussi dans votre ouvrage que l'homme, vous le dites, a toujours un défaut, quel que soit son parcours. Alors, lui, qu'est-ce qu'il se reprochait dans la marche du Togo et du monde? Je ne sais pas si lui se reprochait quelque chose, mais ce que ses adversaires lui reprochaient, c'est d'avoir été trop conciliant avec M. Yadema. En acceptant d'être Premier ministre de Yadema, il avait eu 8 députés. Et avec le nombre de députés, soit il allait du côté de l'opposition et l'opposition avait la primature, ou il allait du côté des Yadema. Il a choisi d'aller du côté des Yadema. C'était une longue démarche et il a expliqué dans le livre pourquoi il a choisi Yadema. Mais l'opposition ne lui a pas donné ça. D'accord. Aujourd'hui, on lui reproche ça. Et ensuite, le fait d'avoir accepté d'être le Premier ministre du fils, ça aussi une bonne partie de l'opposition le lui reproche. Lui, il ne se le reproche pas. Il a ses explications. Il n'a pas de regrets? Des regrets, tout le monde en a. Il y a le fait qu'il n'a pas pu être président. Parce que évoquer une telle phrase en disant dans le parcours d'un homme, il y a toujours un défaut. Oui, quel que soit son parcours. C'est ce que moi je vous dis là, ce que les Togolais de façon générale lui reprochent. Maintenant, lui, en tant qu'homme, bien sûr, il a des regrets. Et le plus grand regret, c'est d'avoir pas pu réaliser le dessein qu'il a souhaité avoir. Il a voulu être président de son pays, il avait une vision pour son pays, mais les circonstances de son pays ont été telles qu'il n'a pas pu. Il y a eu des regrets. Il était un homme de lettres, un homme politique, mais aussi un fervent chrétien. Oui, il était très chrétien. C'est un pan de sa vie. Oui, il est né chrétien, son père était très chrétien, il a grandi dans ça, et sa foi n'a jamais quitté. Il était aussi sportif. Un sportif, un amateur d'art, c'était un grand collectionneur de tableaux, amateur de musique, c'était un grand ami de Alpha Blondy. Il dit qu'un jour il a rencontré Alpha Blondy dans l'avion,
Et ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Ils s'admiraient mutuellement. Il aimait, il était écrivain, il a écrit un roman. Au commencement, il était le glaive. Ben, c'était un homme multidimensionnel, franchement. Sa vision de l'Afrique, l'idée d'une unité africaine. Il en elle est rêvait, spécifique. il en rêvait. C'était un vrai panafricaniste. C'est pour ça que je dis, quand on le réduit au simple Togo, non, mais moi, je demandais, vous êtes ivoirien, vous décidez d'écrire. Je sais bien. Il y a plein d'intellectuels. Mais sa vision allait vraiment au-delà de son pays. Il avait une vision panafricaniste. Il rêvait d'une unité de l'Afrique. Il rêvait d'une Afrique qui compterait dans le Conseil des Nations. Et quand il a écrit son livre « Et demain l'Afrique », ben la conclusion c'est « Oui, demain l'Afrique comptera ». À condition, bien sûr, qu'on réalise un certain nombre de choses, qu'on se mette au travail. Voilà, dans le livre, il explique toutes les conditions qu'il faut pour que demain, cette Afrique-là brille de mille feux. Est-elle utopique ou réalisable, cette idée Ah non, elle est réalisable. Non. Il faut d'abord les utopies pour qu'on avance. Mais c'est une utopie qui est totalement réalisable. L'Afrique n'est pas condamnée. Moi, je ne crois absolument pas du tout qu'il y ait un fatalisme qui condamne l'Afrique à être ce qu'elle est. Non, nous traversons une période difficile, mais l'Afrique a brillé. Je l'avais déjà écrit dans un de mes précédents livres. L'Afrique a brillé et l'Afrique brillera demain si nous, Africains, le veut. Le jour où on choisira de prendre notre destin en main et d'être nous-mêmes, on avancera. Alors, Edem Kojo s'en est allée, la grande faucheuse, malheureusement, l'a emporté comme bien d'autres. Et l'actualité, vous le savez, est dominée par le Covid-19 qui fait des dégâts dans le monde. La Côte d'Ivoire compte des victimes. Vous êtes journaliste, alors directeur général d'un groupe de presse Fraternité Matin. Dites-nous comment cette situation vous interpelle en tant que journaliste. D'abord, en tant qu'humain, ça m'interpelle de voir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je vois que deux grands porte-avions, celui de la France, le Charles de Gaulle, et celui des États-Unis, c'est-à-dire les deux plus gros navires qui sont bloqués par un minuscule virus qu'on ne voit même pas. Ça nous interpelle quelque part sur le plan spirituel même. Donc oui, nous traversons une période difficile. Notre pays traverse une période difficile. C'est à nous maintenant d'être disciplinés. C'est à nous de respecter un minimum de mesures. On pense que c'est difficile, mais tant qu'on ne fait pas ce petit effort-là sur nous-mêmes, mettre les masques, garder la distance, se laver les mains, c'est des choses très simples. Si on ne veut pas le faire, on risque d'aller vers une catastrophe. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, à 8 morts ou quelque chose comme ça. Mais en France, tous les jours, c'est des centaines de morts. Aux États-Unis, c'est des centaines de morts. Il faut qu'on regarde ça pour dire, faisons tout pour ne pas arriver là. Il faut donc respecter les mesures barrières. Il faut respecter les mesures. À Fraternité Matin, nous avons pris des Et vous avez même fait un édito là-dessus. Tout à fait, j'en fais régulièrement. Je continuerai pour attirer l'attention de mes compatriotes sur ce fait-là. Nous devons avancer, nous devons rester en vie. Merci Vénus Konan d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre contribution à la lutte. Et nous, on n'arrête pas d'observer les mesures barrières pour nous protéger et protéger les autres. Je rappelle donc ce point